ont besoin de réfléchir, de se poser des questions, de se demander où est-ce qu'on se trouve, de se retrouver avec soi-même. Et des fois, je vous donne un exemple tout simple. Comment c'est possible qu'on interdise pendant les moments de deuil, comment c'est possible d'interdire à quelqu'un d'étudier la Torah? Comment c'est possible de dire que pendant le jour de Tisha B'Av, un jour c'est important, qu'il a été détruit à cause du fait que les Israël n'étaient plus attachés avec la Torah? Comment tu peux interdire le jour de Tisha B'Av d'étudier la Torah? Comment c'est possible? La réponse, elle est la suivante. C'est parce qu'en fin de compte, le fait que tu n'étudies pas la Torah, c'est pour te donner, t'obliger à réfléchir. Et c'est grâce à cette réflexion qu'après, tu vas pouvoir étudier mieux la Torah. Alors que si des fois, comme une fois je vous avais raconté, une fois j'étais parti faire Nichum Avelim. Je suis parti consoler des endeuillés, deux personnes, c'était deux enfants, et que ces deux enfants-là, c'était des comptes dans leur domaine. L'une, c'était vice-présidente d'un grand groupe des milliards de chiffres d'affaires. L'autre, c'était un très grand médecin à l'hôpital américain. Et l'hôpital américain. Et Tachles, c'était des grands comptes. Quand on a commencé à leur faire une des choses que les deux ils ont dit, vous savez c'est quoi une des choses que les deux ils ont dit? Ce qui est marrant, c'est que ce moment-là de deuil, eh ben, nous donne la possibilité de réfléchir. Nous donne la possibilité de réfléchir. Et c'est quoi qui nous donne la possibilité de réfléchir? C'est deux pontes. C'est quoi deux pontes? C'est toute la journée, ils sont en train de réfléchir. Toute la journée, ils ont des décisions à prendre. Toute la journée, il y en a une, la fille des deux frères et sœurs, elle est toute la journée, elle doit créer, elle est avec des grains de star, créer des parfums, créer des choses. Donc elle est toute la journée en train de réfléchir. Toute la journée en train d'essayer de produire. Comment c'est possible que la première chose qui sont arrivés, la première chose qu'ils ont dit, lorsque maintenant ils ont été en deuil, ils ont dit que c'est marrant parce que ça nous donne la possibilité de réfléchir. Mais tu réfléchis tout le temps. C'est quoi ça te donne la possibilité de réfléchir? Le problème c'est quoi? C'est que tout le temps quand tu réfléchis juste comme un cordonnier réfléchit sur ses chaussures, mais tu ne réfléchis pas à autre chose que tes chaussures. Ah, la différence entre toi et le cordonnier, c'est que le cordonnier n'a pas fait de hautes études. Donc toi, tu es médecin, tu réfléchis à la médecine, mais tu réfléchis à la médecine comme quelqu'un, il va réfléchir sur un cordonnier. C'est-à-dire que tu réfléchis, mais que sur ton propre domaine. Et tu ne prends pas le temps de réfléchir et de prendre du recul, et que sur le recul que tu prends, tu ne prends pas le temps de savoir exactement où est ta place. Par contre, lorsque tu arrives dans un moment où en vérité tu ne peux plus, tu n'as plus les moyens, tu es bloqué. Tu es bloqué, tu ne peux pas aller à l'hôpital pour aller soigner des médecins, pour aller soigner des gens, tu ne peux pas aller dans ton travail pour aller t'occuper de toutes les grandes choses que tu fais. Et bien à ce moment-là, tu es obligé de te demander, mais alors au final, si j'ai pas mon travail, je suis rien. Si j'ai pas mon travail, je suis quoi? Si maintenant dans mon travail, une fois il y a quelqu'un qui m'a dit, une fois quelqu'un m'a offert une bonne situation, il m'a dit, je sais pas si tu as envie de... Si c'est comme ça, tu vas faire Michael, t'inquiète pas. Maintenant on peut se mettre un peu devant, on peut juste les méritzot. Les méritzot c'est fait qu'on se sente un peu mieux. Et donc quelqu'un une fois il m'a dit, alors il ne sait pas s'il allait vendre ses participations dans la boîte. Alors maintenant, juste on pousse les méritzot, on les laisse comme ça on... Donc, alors maintenant le monsieur il m'a dit, je ne sais pas s'il y a un truc que je vendrai sa participation dans la boîte. Alors il fait pourquoi? En fin de compte, le matin quand tu arrives, et quand tu es le patron d'une boîte, il y a 10, 15, 20, 30 employés, et que les gens ils te disent bonjour, et que tu as plein de choses à faire. Même si tu as de l'argent, mais au final ton téléphone ne sonne pas. Si tu n'as pas d'activité, même si tu as de l'argent, ton téléphone ne sonne pas, ma vache. Il ne sonne pas, tu ne sais même pas pourquoi, à quoi tu sers. Il y a personne qui t'appelle, Bechla. Et donc, en fin de compte, la Zvara, ce qui sortait de ce qu'il disait, c'est qu'en fin de compte, a priori, Dieu préserve. Quelqu'un, il peut être rempli, parce que c'est son travail qu'il remplit, mais lui, il est vide. À tel point que lui, il est vide, c'est que lorsque maintenant la personne, ils ont perdu leur papa, il s'est dit, c'est marrant, on a pris du temps pour réfléchir. C'est quoi tu prends le temps pour réfléchir? C'est qu'en fin de compte, en dehors de ton travail, en dehors des appels de tes patients, en dehors des appels des gens qui te sollicitent, tu ne réfléchis pas. C'est grave. C'est grave. Tu ne réfléchis pas. Tu ne sais pas sur le chemin que tu empruntes. Et c'est ton chemin. C'est seulement lorsque maintenant tu as regardé, tu es en train d'embrayer sur le chemin. Tu étais sûr et certain que c'était le bon chemin qu'il fallait faire. Et que lorsque maintenant tu étais sûr et certain que c'était le bon chemin qu'il fallait faire, tu arrives, tu prends la route et tu prends la route. Et tu es sûr et certain. Et ta femme sur le côté te dit, mais non, c'est pas le bon chemin. Mais toi tu dis, non, je connais par cœur.
À quel moment tu commences à te poser des questions si Bémet avait raison? C'est lorsque sur le chemin que tu as emprunté, il y a un mur et tu ne peux pas avancer. Mais ça, je comprends pas, je connaissais par cœur le chemin. Et là, j'adore, il y a madame qui a te dit, tu vois, je t'avais dit, mais tu ne veux jamais m'écouter. Ok? Maintenant, c'est quoi le chat, tu ne veux jamais m'écouter? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu as eu un mur, comme tu as eu quelqu'un qui t'a stoppé, tu as été obligé de t'arrêter, de te remettre en question et de réfléchir. Et vous imaginez quelqu'un qui va être très très sollicité. Depuis qu'il a commencé sa carrière, imaginons maintenant le Yetzer Hara qu'Hachem peut envoyer une personne. Il a commencé sa carrière à 20 ans, à 22 ans. Il est tellement khfif qu'il ne s'est jamais arrêté un seul instant jusqu'à sa retraite qu'il a pris à 65 ans. À soit pourquoi? Parce que Blaïnara, il était tellement khfif, tellement il était matzliach, ça c'était son Yetzer Hara, tellement il était matzliach, qu'en fin de compte, à 65 ans, qu'il a tout vendu, c'est terminé les milliardaires. Là, il va commencer à se poser des questions. Est-ce que Bémet, ma vie, elle était remplie ou pas? J'ai assisté à l'enterrement d'un voisin qu'on avait à la maison. Et à l'enterrement d'un voisin, ce monsieur, c'était un Lévi. Mais ses enfants, ils ne savaient même pas si c'était vraiment un Lévi ou pas. C'est le petit-fils du président qui est God qui a dit que c'est un Lévi. Et les enfants, ils avaient un doute. Ils avaient un doute, mais ils ne savaient pas. C'est moi qui leur ai dit que votre père, il s'appelle Yosef. Parce que c'était le voisin, donc moi j'aime bien appeler tout le monde par leur prénom en hébreu. Donc c'est moi qui leur ai dit que votre père, il s'appelle Yosef. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Très bien. Et les enfants, il est décédé le papa à 15h. Les enfants, ils sont arrivés à 19h30, à 19h30, 20h. À 20h. Qu'est-ce qui me sort comme phrase, cela? Mais du 16e. C'est le bout de Paris, le 16e. C'est le bout de la France, le 16e. Ils ont mis de 15h à 19h30 pour aller voir leur père. Alors maintenant, leur père, un Algérien, quand il est sorti d'Algérie, quand il y avait les guerres et tout ça, il est parti à Paris, il avait 3000 francs à l'époque. Il est arrivé à Paris avec 3000 francs. Quand il est à Paris, on lui dit, ne reviens pas, c'est la guerre, ça sert à rien. Ne reviens pas, reste à Paris. Il est resté à Paris avec ses 3000 francs. À 30 ans, il avait racheté une banque, il était milliardaire en francs. Maintenant, lui, c'est un monsieur très spécial, il aimait le sport, il aimait les affaires. Pour lui, les affaires, c'était le sport. Il adorait ces trucs-là, se bagarrer, essayer de travailler sur quelqu'un. Pour lui, il me disait, les affaires, le sport des affaires. Moi, j'aime pas des affaires, j'aime le sport des affaires. La bataille. Et à tel point qu'il aimait ça, à quel moment il est décédé? Il est décédé quand il était en train de conclure une affaire. Il avait 86 ans. Dieu préserve, il était un peu malade. Et à 86 ans, il était encore avec son calepin en train de clôturer une affaire. Il est décédé, sur le fauteuil, il est tombé en arrière parce qu'il était au moment où il clôturait une affaire. Ce monsieur-là, je vais vous poser une question. Laura Aleno, son garçon, il est marié avec une non-juive. Les petits-enfants, non-juifs. Ses enfants à lui, aucun respect. Il leur a légué des biens. Aucun respect. C'est la première fois que le garçon venait dans l'appartement où il était. La première fois que le garçon, ça fait plus de 15 ans qu'il était dans cet appartement-là. 4 heures pour venir. Un papa qui t'a tout donné, il t'a installé dans le 16e, il t'a donné des biens, il t'a donné une situation. C'est ça? Et le monsieur, tellement il était occupé par les affaires, le sport des affaires, même à 86 ans, il ne s'est pas posé de questions. Heureusement qu'on l'invitait à Pessah et tout, etc. Le monsieur, il ne se pose même pas de questions. Il ne se pose même pas de questions. Rien, les questions ne se posent pas. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où on a une obligation de se déconnecter, d'éteindre le téléphone, d'éteindre tout ce qui se passe autour de nous et se poser des questions. Est-ce que ma vision et les perspectives de ma vie sont les bonnes? Ou en vérité, ce que je fais, c'est bien, mais les perspectives de ce que je fais, naze. Je fais quoi? Je vais attendre d'avoir la retraite pour poser des questions, je vais attendre d'avoir la retraite pour me réfléchir, je vais attendre d'avoir la retraite pour savoir exactement. Et au final, quand j'aurai la retraite, on va me dire, ah mais je le savais.
C'est quoi? Je le savais à la retraite. Mais c'est terminé, qu'est-ce que tu vas faire à 65 ans? Tu vas monter des immeubles à 65 ans? Tu vas faire quoi à 65 ans? À 70 ans, tu vas faire quoi? Ah, pourquoi? Parce que toute ta vie, tu as cru qu'il fallait courir après quelque chose et tu t'es jamais posé la question, est-ce que tu sais te bagarrer, mais tu sais pas pourquoi tu te bagarres. Tu sais pas comment choisir tout ce quoi tu dois te bagarrer. Tu sais faire du business, mais tu sais pas pourquoi il faut faire du business. Et tu sais pas dans quoi il faut faire du business. Tu sais étudier, mais tu sais pas dans quoi il faut étudier. Ou pourquoi il faut étudier. Et en fin de compte, la chose elle est vide. L'étude elle est vide des fois, tu préserves. Même des fois les mitzvot elle peut être vide. Et donc en fin de compte, chez les chassidim, on a l'habitude de faire des forbrayen. Pourquoi on a l'habitude de faire des forbrayen? Ça c'est typique chassidique. Alors c'est pas typique chassidique Chabad, c'est typique chassidique. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, une des particularités, une des choses que la chassidoute elle a amené dans la vision de la Torah, une des choses c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, il faut quand même s'imprégner de la Torah. Il ne faut pas avoir de la Torah que dans la tête, il faut que la Torah elle rentre dans tout le corps. Il faut vivre avec la Torah. Il faut être besimcha avec la Torah, il faut faire toutes ces choses-là. Et donc en fin de compte, il n'y a pas de possibilité d'être besimcha avec la Torah si à un moment ou à un autre on ne met pas les deux freins à main et on se dit, attends, est-ce que je prends le bon chemin ou est-ce que c'est mieux peut-être que je demande ma route? Est-ce que c'est mieux que peut-être je demande à quelqu'un à droite ou à gauche? Et donc en fin de compte, des forbrayen des fois, pas des fois. Les forbrayen est un moment très 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 important. On ne va pas entendre les choses qui sont récurrentes, les choses qu'on a l'habitude de dire, les Dvar Torah sur la parashat Vayeshev, la parashat Vayishla, et encore le Dvar Torah et des fois, en fin de compte, on va faire que répéter quelque chose qu'on sait déjà. Mais cette répétition des choses qu'on sait déjà, c'est d'abord la chose qu'il fallait absolument dire. Ok? Donc on va souhaiter à tous un grand Lechaim. On va commencer maintenant le forbrayen. Maintenant que vous avez compris un peu. Alors c'est vrai que peut-être on va tarder un peu, mais je ne sais pas si aujourd'hui, quand vous allez à Touche pas mon lundi, on vous annoncer directement à quelle heure vous allez venir ou à quelle heure vous n'allez pas venir. Mais des fois, il faut tout simplement peut-être fermer le téléphone, éteindre le téléphone. Et là maintenant, Bezrat Hashem, on va essayer de réfléchir. On va essayer de réfléchir sur ce qu'il faut réfléchir, et que Bezrat Hashem, on va prendre des forces dans ce Yutet qui se lève, dans ce 19 qui se lève, pour peut-être Bezrat Hashem réussir à avancer dans Torah Mitzvot. Et avec tous les événements qui se passent, et avec tout ce qui se passe tout autour de nous, que peut-être, en fin de compte, j'étais hier à un gala, et un des rabbinim il a dit là-bas, allô. Alors ça m'a énervé parce que le rabbi, il le disait, ça fait déjà 50 ans qu'il le dit, et chez Chabad, on le dit depuis tout le temps, mais maintenant c'est devenu à la mode, même chez Nono Lubavitch. Et il le disait avec une telle ferveur, je me suis dit, mince, est-ce que moi, je suis un chassis, est-ce que maintenant je dis avec la même ferveur que lui? Et je me suis énervé. Donc peut-être en fin de compte, sur ça aussi il faut se réfléchir, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on est en train de se préparer pour la venue du Mashiach, ou est-ce qu'on attend que tous les événements de l'extérieur, ils fassent venir le Mashiach, mais nous on sera que spectateurs et pas acteurs. Et comme vous savez très bien que chez Chassidim, chez Chabad, ça n'existe pas le principe de spectateur, ça n'existe que des acteurs. On travaille tous à Hollywood. Et donc, Bezrat Hashem, on va commencer. Alors, messieurs, pour ceux qui ont pas fait les brachot, on commence par Mezonot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. C'est bien le cas, c'est bien. Après les autres, on fait Aetz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei Aetz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei Aetz. Lama. L'anniversaire de Shimon Nadjar, le fils du Rav.
Hein? T'as répondu. Ouais. Faut pas rater le coche. Une des toutes grandes particularités de Yutet Kislev, alors on va expliquer un tout petit peu. Mais après, alors le grand Yetzirah quand on a envie de parler, c'est que on parle, mais après on oublie qu'il faut aussi chanter. Donc si Dieu veut, après qu'on va terminer, après il faudra qu'on prenne tous la feuille ici, et on va apprendre, on va chanter le Nippon de Yutet Kislev. Al-Chaim, Al-Chaim, Melibracha, que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'on soit jamais du plaisir des suiveurs, mais qu'on soit toujours des moteurs, qu'on soit toujours des locomotives dans tous les domaines du bien, et que Bezrat Hashem, on soit des exemples, des repères, des phares, partout là où on est, et comme quelqu'un il a sorti il y a quelques temps, que le Rabbi avait l'habitude de dire à tout le monde que chaque juif il doit être un leader, chaque juif il doit être un chef là où il est, et ça c'est le travail d'un Alors, d'abord, Yutet Kislev, c'est quoi? Yutet Kislev, chez les Chassidim Chabad, c'est en vérité pas chez les Chassidim, chez tous les juifs du monde, ça on l'expliquera à la fin. Yutet Kislev, c'est Chag HaGeoula, la fête de la Geoula, de la liberté, ou la fête de la libération. Alors de quelle libération? La libération du Admor HaZaken, du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Le Rabbi Shneur Zalman était le fondateur de la Chassidut Chabad, et en tant que fondateur de la Chassidut Chabad, donc était le grand chef de la Chassidut Chabad. Et pas seulement ça, c'est qu'au final, comme un de ses maîtres, donc le Admor HaZaken, il avait un premier maître qui était le Rabbi Dov Ber de Mezrich. Ce Dov Ber de Mezrich était lui-même l'élève du Baal Shem Tov, du Rabbi Israël Baal Shem Tov. Donc on ne va pas commencer à expliquer que c'était qui le Baal Shem Tov. C'est un des grands tzadikim que la terre est connue, que le peuple juif est connu. Et donc ce Admor HaZaken, à l'époque où il était, comme les Mitnagdim, ceux qui s'opposaient à l'étude de la Chassidut, à l'étude de la Kabbalah, à l'étude de la Chassidut, ils ont commencé à fomenter un complot contre le Admor HaZaken pour pouvoir l'empêcher de continuer à son expansion de l'étude de la Chassidut. Alors maintenant, pourquoi il voulait bloquer? Parce que à l'époque, la culture ashkénaze de l'époque, c'était anti-Kabbalah. C'est quoi anti-Kabbalah? C'est quoi anti-Kabbalah? C'est tout ce qui est autre que la Gemara, il en est totalement interdit. On a interdiction de s'approcher de tout ce qui est ésotérique, toute la partie cachée de la Torah, Kabbal, Zohar, Sefer Yetzirah, le Pardes, etc., etc. On a le droit de s'en tenir qu'à la Gemara et la Halachot. Chose, je vous préviens tout, je vous le dis maintenant, chose que chez les Sfaradim, la question n'a jamais existé chez les Sfaradim. La culture sfarade a toujours été basée sur la Kabbale. Il n'existe pas un ancien Rav Sfaratal et maintenant ceux qui ont tous appris chez les Ashkénazes. On parle des Baba Saleh, des Toledano et de tous les grands tzadikim de chez les Sfaradim, que ça n'a pas existé un seul Rav Sfarad qui n'était pas baki dans Zohar. Ça n'existe pas. Il y a bientôt la Idoula de Rabbi Chaim Taïb Lomet. C'est tout le monde sait qui connaissait le Zohar comme dans sa poche. Ce soir. La Iloula du Rabbi Chaim Taïb Lomet. Alors, donc, en fin de compte, chez les Sfarad, il n'y a jamais eu ce problème-là d'étudier la Kabbale. Chez les Sfaradim, ils étaient remplis de Kabbale. Remplis. La preuve, c'est que si vous regardez bien le Sidour Patach Eliyahu, le Sidour Patach Eliyahu, il va être affilié au livre du Harizal. Oui ou non? Comme ça c'est dit sur le Patach Eliyahu, que le Patach Eliyahu est un Nusach al-Pi Harizal, qui est un Nusach qui est affilié au Harizal, chose que les Ashkénazes ne peuvent pas se permettre de dire. Pourquoi? Parce que comme les Sfarad ont toujours été très pro-Kabbal,
Donc automatiquement, le siddur qu'ils avaient, c'est un siddur basé sur la Kabbale. Pas contre des Ashkénazes qui n'étaient pas du tout axés Kabbale. Alors à ce moment-là, leur siddur n'avait rien d'Ashkénaz, n'avait rien de Kabbale. Ok? Comment? Non, sur un siddur, mais un siddur qui était basé sur les poskim, sur les décisionnaires, sur la Gemara, mais pas un siddur qui était basé sur les avis des grands maîtres de la Kabbale. Comment? Non, c'est pas la même fila. Si vous prenez un siddur Ashkenaz, le siddur Ashkenaz, il n'a rien à voir avec le siddur Sfarad. Tu commences d'abord par Baruch Shama, après tu fais Od, la Shem Kerubishmo, Diouva, Manilotab, etc. Le siddur Ashkenaz n'a rien à voir avec le siddur Sfarad. Rien à voir, rien à voir. Les David, les Ayom, Yom, Rishon, Shabbat, etc. C'est après Alenu Shaber, si je ne me trompe pas. C'est après Alenu Shaber, ça n'a rien à voir. Comment? C'est l'ordre d'un chant, c'est pas les filets. Non. Non, c'est parce qu'ils suivent la Gemara, Dans les siddur Apikabal, les différences, elles sont infimes, elles sont minimes, elles sont très, c'est de la chirurgie nanotechnique. Donc, par exemple, vous avez des siddurim Apikabal, que par exemple, une des manières, mais ça c'est pas notre manière à nous de prier, mais par exemple sur la Amida, vous allez par exemple avoir dans Atachonel Adam Da'at, vous allez avoir tous les noms d'Hachem, les noms d'Hachem qui vont être ponctués par un tseret. Donc, comment notre nom d'Hachem il est ponctué? Le Ado, il est, le Yud, je crois que c'est un Kamatz, le He, il y a un Cholam, un O, et après en dessous le Vav, il y a encore un Kamatz ou un Patach. Ok? Pourquoi? Parce qu'en vérité, on retranscrit avec les voyelles la lecture de Ado, plus loin Naï. Ok? Dans les siddur, dans certains siddur Alpi Kabbalah, et bien en vérité, par exemple, tous les tsérés, dans Tachonen, tous les noms d'Hachem, ou en vérité pas mal des noms d'Hachem, vont être, en vérité il n'y en a qu'un seul, mais le nom d'Hachem il va être ponctué tout en tséré. Pourquoi? Parce qu'Alpi Kabbalah, le tséré il est lié avec Bina, avec Chochma ou Bina, avec un certain niveau. Donc en fin de compte, on le transcrise. Maintenant, nous, on n'a pas l'habitude de prier de cette manière-là, parce que ou bien on ne sait pas, ou bien parce que tout simplement, c'est pas notre habitude. Mais dans la Kabbale, les retranscriptions des données kabbalistiques, elles sont faites de manière infime, de manière de la même manière que quand vous parlez avec un ingénieur, il peut s'exciter avec toi. Pourquoi? Parce que tu as oublié une virgule. Et toi, tu lui dis, mais quel rapport dans la virgule? Ça va, le texte, on l'a compris. Tu n'as pas compris à qui tu envoies le texte. C'est des gens qui sont 1000 fois plus instruits que toi. Donc en fin de compte, la virgule, pour eux, c'est important. Et donc, chez les Sfarad, il n'y a jamais eu la question est-ce qu'on doit étudier la Kabbale ou pas. Pourquoi? C'était au biberon qu'on mangeait la Kabbale. C'était au biberon qu'il y avait la Kabbale. Ça n'existait pas une halakha, ça n'existait pas quelque chose chez les Sfarad qui n'y avait pas la Kabbale. Par contre, c'est beaucoup mieux. Bien sûr. Et c'est pour cela, que apprenez une règle. C'est pour ça qu'apprenez une règle. Je me trompe pas, mais sachez que des faiseurs de miracles, n'existent que ou chez les Sfarad ou chez les Chassidim. Un Rav ou un Tzadik faiseur de miracles n'existe que chez les Sfarad ou que chez les Chassidim. Ça n'existe pas un maître Ashkenaz qui est réputé par faiseur de miracles. Non, il fait, mais ils ne sont pas réputés. Non. Ils ne sont pas réputés pour ça. Comment non, je ne sais même pas s'ils font, Bichlal. Je ne sais même pas s'ils font. S'ils faisaient de manière facile, on le saurait. Ils font en cachette, c'est les anciennes systèmes. C'est pas une question de cachette, c'est une question que c'est pas en cachette. Mon match, il fait en cachette. D'accord, vous savez des choses. Et que finalement, il ne rentre pas. Ok? Alors maintenant, en vérité, cela veut dire tout simplement que, donc chez les Ashkénazes, il y avait une guerre réelle anti-Kabbale. Et il était interdit d'étudier toute forme de Kabbale, sous toute forme qu'elle soit. Lorsque maintenant le Baal Shem Tov il est arrivé et il a commencé à enseigner la Chassidut, et il a commencé à révéler la Chassidut, parce que la Chassidut elle avait déjà été commencée à être révélée petit à petit, mais lorsque maintenant il a commencé de manière officielle de révéler la Chassidut, et bien à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle les Ashkénazes de l'époque, ils ont commencé à se lever et à faire une guerre ouverte contre la diffusion de la Chassidut, l'enseignement de la Chassidut, et ceux-là ils se sont appelés eux-mêmes Mitnagdim.
C'est quoi mitnagdim? Les opposants, ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre. Alors maintenant, ces mitnagdim là, à un moment, lorsqu'ils ont vu, à un moment, à peu près 70 ans plus tard, après le Baal Shem Tov, lorsque le Admor Hazaken, le Rabbi Shlomo Zalman, il a commencé à être le dirigeant des Chassidim d'Ukraine, à ce moment-là, lui, il a pris une grande importance. Pourquoi il a pris une grande importance? Pas qu'il était jeune, parce que lui, il avait pris la place, il a été le successeur du Rabbi Dovber de Mezrich. Le Rabbi Dovber de Mezrich, il avait laissé, de par son âge, il avait laissé le Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk d'être son successeur. Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, il n'arrivait pas à encaisser les guerres qui étaient faites contre les Chassidim. À un moment, il a appelé le Admor Hazaken, il a dit, moi je m'en vais avec tous mes Chassidim, je m'en vais acquis en Israël. Tout celui qui m'aime me suit. Et le Admor Hazaken, il s'est dit, ben, je vais aller avec vous. Il fait, non, toi tu restes là. Pourquoi toi tu restes là? Tu dois continuer le travail du Baal Shem Tov de diffuser la Chassidoute. Et donc du coup, qui a été sur la ligne de mire? Le Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, il était parti en Israël. Lui, il était jeune, donc il était vraiment un opposant. C'est pas quelqu'un qui est âgé et que maintenant il ne peut plus rien faire. Il était un opposant. Et donc par conséquent, tous les efforts se sont concentrés sur le Admor Hazaken. Lorsque et donc, à un moment, il est arrivé que l'Admor Hazaken, il voyait qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Les Nagdim, les opposants, ils voyaient qu'ils étaient limités dans leur capacité d'agissement. Et donc là, ils se sont dit, on va passer une madriga supérieure, on va passer une étape supérieure. Quelle a été l'étape? Au lieu de passer par les armes conventionnelles, on va passer par des armes non conventionnelles. Et à l'époque, il y avait Rebzev. Après, il va comprendre ni à droite ni à gauche. Après, on va passer par des armes non conventionnelles. Alors, c'est quoi les armes non conventionnelles? C'est qu'à l'époque, il y avait l'Empire ottoman, à l'époque du Admor Hazaken. Et l'Empire ottoman était balabait aussi sur Eretz Israël. Il était l'empire qui régnait aussi sur Eretz Israël. Et là, le Admor Hazaken, il envoyait régulièrement de l'argent aux Chassidim du Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk qui était en Eretz Israël. Et donc, c'était ce qu'on appelle encore aujourd'hui, partout en Israël, il y en a beaucoup encore des endroits qui s'appellent Koupat Rabbi Meir Balanes. Koupat Rabbi Meir, et c'est pas le Rabbi Meir Balanes d'Afka du Nyan de Tzfat, c'est la Koupa qui est appelée. Cette Koupa-là, elle a été fondée pour pouvoir aider les biens Israël, les Chassidim qui étaient en Eretz Israël. Et donc, c'est quand. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé les Mitnagdim? Ils ont dit, maintenant, comment on va faire pour attaquer l'Admor Hazaken? Sur le plan de la Torah, c'est un Gaon, c'est un Tzadik, on n'y arrive pas. Ils avaient même réussi à convaincre d'une manière détournée, d'une manière de mensonge, a réussi à convaincre le Gaon de Vilna de l'époque qu'il fallait s'associer à la guerre contre les Chassidim. Mais Tachles n'a pas donné les fruits qu'il pensait. Donc il fallait absolument l'arrêter. De quelle manière on va l'arrêter? À travers faire de la délation auprès du Tsar de Russie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à monter un dossier et expliquer qu'en vérité, le Admor Hazaken, que le Admor Hazaken irait récolter de l'argent pour soutenir l'Empire ottoman. Et vous savez qu'une des plus graves choses, des plus graves punitions qui existent dans tous les pays du monde, c'est la punition de la faute de la trahison. Et donc, à plus forte raison dans des pays comme la Russie et tout ça, qu'eux ils se prenaient vraiment pour des empires, et que c'était des empires quand même, et que ça c'était la pire des choses. Et donc, l'Admor Hazaken, il a été emprisonné et pour la faute de la haute trahison, qui est de soutenir un pays ennemi au pays du Tsar, et que pour cela, il devait être Chayav Mita, passible de la peine de mort. Et donc, il devait y avoir le tribunal qui allait s'ouvrir pour décider est-ce que l'Admor Hazaken il est réellement fautif ou pas fautif. Et ça, c'est toute l'histoire du Yutet Kislev. Yutet Kislev, c'est le moment où, à peu près, après Sukkot, le Admor Hazaken il a été emprisonné jusqu'à le Yutet Kislev, jusqu'à le 19 Kislev, donc 53 jours plus tard. Et le Yutet Kislev va montrer la libération du Admor Hazaken de la prison. Mais, est-ce que ça mérite une si grande fête que cela? Le fait qu'on soit libéré de prison, oui, mais pour Jonathan Pollard, on n'a pas fait une si grande fête. On devrait faire aussi Chag HaGeoula pour Jonathan Pollard. Le Admor Hazaken, bien qu'il a fait des grandes choses, malgré cela, on ne s'est pas ramassé tous dans les rues en train de faire Chag HaGeoula. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous savez très bien qu'il n'y a
les actes ou les choses qui n'existent, les choses qui se passent, ils ne prennent d'ampleur ils ne prennent de force que par rapport à l'ampleur et à la portée de l'événement. Si maintenant un événement il a une portée locale, l'événement devient un événement local. S'il a une portée nationale, devient un événement national. S'il a une portée internationale, il devient un événement international. Point à la ligne. Et bien de la même manière avec l'Admor HaZaken. La libération du Admor HaZaken, il n'a pas été que d'une portée locale, que d'une portée chassidique, que pour une portée de l'Ukraine, que pour les portées de la Russie, mais en vérité une portée internationale et éternelle pour tous les ministres de chaque endroit dans le monde, pour tous les ministres de l'époque, pour tous les ministres jusqu'à que Mashiach va venir, etc., etc. Et ça on va l'expliquer dans quelques instants. Alors maintenant, pourquoi concrètement, dans le cas concret, pourquoi la libération du Admor HaZaken, elle a été tellement importante? On va sûrement y revenir tout plus dans les détails. Parce que le Admor HaZaken, son job à lui, sa mission sacrée à lui, était d'enseigner la Chassidut. D'enseigner et de diffuser l'enseignement de son maître, le Maggid de Mezrich, et l'enseignement de son grand maître, qui était le Baal Shem Tov, de diffuser la Chassidut partout. À tel point qu'en fin de compte, le mantra de base de la Chassidut est censé être l'Irsheyafutsu Mainotecha Chutza. Et Matai Ka'atimar, quand est-ce que le maître va venir? L'Irsheyafutsu Mainotecha Chutza. Lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. Ça, c'est la réponse que le Baal Shem Tov a reçue du Mashiach. Lorsque il est marqué dans les légendes chassidiques que le Baal Shem Tov, il s'est levé jusqu'à le Echal de Mashiach. Et qu'il a demandé au Mashiach, et Matai Ka'atimar, quand est-ce que le Mashiach va venir? Le Mashiach, il a répondu, lorsque les sources de la Chassidut se répandront partout. Lorsque les sources de la Chassidut se répondront partout, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Mashiach va venir. Et donc, autant que vous voyez aujourd'hui que le rabbi, il s'est tellement cassé la tête pour que tous les bénis Israël soient connectés à Mashiach, pour pouvoir faire venir Mashiach, mais enfin, quand le rabbi, il n'a rien été mechadesh, il n'a rien innové. Tout le lien du rabbi, c'était juste un même alemakol, juste un successeur, juste un continuateur de l'enseignement de ses prédécesseurs. Comme le mantra de base de la Chassidut. Le mantra de base, parmi les molécules de l'ADN de la Chassidut, c'est Mashiach. Et que le paramètre pour faire venir Mashiach, c'est que le monde entier soit rempli de Chassidut. Donc le Baal Shem Tov s'est attelé à faire connaître la Chassidut. Le Maggid de Mezrich s'est attelé à faire connaître la Chassidut. Le Admor HaZaken s'est attelé à faire connaître la Chassidut. Et tous les autres 7 rabbis, jusqu'à la rabbi de Lubavitch, ils se sont attelés à faire connaître la Chassidut. Pas seulement attelés à faire connaître la Chassidut, c'est ça leur job de base. Non pas parce qu'on a à gagner à faire connaître la Chassidut. Le rabbi de Lubavitch n'a absolument rien à gagner à faire. Il ne va pas augmenter son salaire parce qu'il fait gagner la Chassidut. Le but de faire connaître la Chassidut, c'est que Bezrat Hashem, grâce à cela, Mashiach va venir. Et après, Bezrat Hashem, dans le after, si vous êtes chaud, vous vous expliquez en quoi connaître la Chassidut, c'est faire venir Mashiach. Ça, on peut peut-être pouvoir l'expliquer après. Mais en tout cas, ça, c'est le job de base, c'est la mission. Il y a quelques lignes dans la mission des rabbis de Chabad. Parmi les lignes de la mission des rabbis de Chabad, c'est faire connaître la Chassidut pour faire venir Mashiach. Point à la ligne. Comment? Et donc, par conséquent, le Admor HaZaken, c'était ça son job. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avant Yutet Kislev, le Admor HaZaken, pour des raisons toutes particulières, parce que la Chassidut, pour ceux qui ont étudié un peu la Chassidut, alors mieux que ça, ceux qui ont étudié la Gemara, ceux qui ont étudié des explications et des commentaires de la Gemara, et après, plus tard, ils apprennent des commentaires de la Chassidut, ils peuvent sentir que les enseignements de la Chassidut, c'est un degré, un milliard de fois profond par rapport au prisme, par rapport à ce qu'on peut apprendre dans la Gemara directement. Bien évidemment, la Chassidut, c'est de la Torah. Donc c'est pas quelque chose en plus de la Torah. C'est de la Torah. Sauf que c'est une vision encore 1000 fois plus profonde dans la Torah que tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Et donc, par conséquent, le Admor HaZaken, il révélait des secrets. Pas tout le monde peut révéler des secrets.
Pas tout le monde peut révéler des secrets. Il paraît qu'il y a 20 ans, 30 ans, il y avait quelqu'un qui avait trouvé un moyen comment être moins dépendant du pétrole et de tout ça. Et ce monsieur-là, c'est un inventeur, il s'est fait tuer sur place. Pourquoi il s'est fait tuer sur place? Parce que, dis-moi, tu veux pas te permettre de chambouler tout l'univers? Ah, parce que tu as une super idée, tu as une super truc, on va te chambouler. Des secrets qui peuvent chambouler le monde. Et tu ne peux pas te permettre de les révéler comme ça. C'est pas parce que tu as décidé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'Admor HaZaken, il savait à combien l'enseignement de la Chassidut, c'était quelque chose de puissant. Pas seulement de puissant, c'était des vrais secrets de la Torah. Et comme c'était des vrais secrets de la Torah, l'Admor HaZaken, avant Yutel Kislev, il les a distillés, il les a transmis de manière très petite. Il faisait ce qu'on appelle des Torot. C'est quoi des Torot? Faire que des mots, des phrases, des théories. C'était ça l'enseignement du Admor HaZaken de l'époque. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était compliqué. Il n'était pas en danger de mort. Comment? Il n'était pas en danger de mort. À ce moment-là, il n'était pas en danger de mort. Après, lorsque l'Admor HaZaken, il a été mis en prison, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de votre Dieu Admor HaZaken? Lorsque Dieu préserve, il nous arrive des problèmes. Quelle est la première question qu'on se pose? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors au passage, je suis obligé de vous dire que ça c'est Goy, c'est pas juif. En réalité c'est un peu juif, mais c'est pas le top. Le vrai top, c'est que même lorsqu'on n'a que des bonnes choses, on doit se demander à Hachem, Hachem, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir que des bonnes choses? Il faut être content, je crois. Non. Il faut dire à Hachem, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des bonnes choses? En quoi moi je suis mieux que l'autre? Que l'autre, il n'a pas un quart de ce que j'ai. C'est parce que quoi, je suis plus méritant? Je ne suis pas plus méritant que l'autre, je me connais. Je ne suis pas plus méritant que l'autre. Pourquoi? Eh ben, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut se poser la question. Peut-être un jour, on va connaître la réponse. Entre-temps, il faut bosser. Mais peut-être on va connaître la réponse. Mais l'Admor HaZaken, c'est sûr et certain qu'il se posait la question sur le bien. Et c'est pour ça qu'il s'était pris une mission d'aider les autres juifs. Mais lorsque maintenant il a été mis emprisonné, la première question qu'il s'est posée, il fait peut-être que je me trompe sur le chemin à prendre. Peut-être que je me trompe sur le chemin que je suis en train de faire. C'est lequel? C'est est-ce que Bémet il est permis de révéler de la Chassidut? Peut-être qu'il est permis de révéler ces secrets-là de la Torah ou pas? Et là, l'Admor HaZaken, il n'était pas bien. Il se pose la question. Il se pose la question, il ne sait pas. Il ne trouve pas la réponse. Les histoires nous racontent, et comme ça le Rabbi ramène, qu'en vérité, le Admor HaZaken, dans sa cellule, il a eu la visite du Baal Shem Tov et de son maître, le Maggid de Mezrich. Bien sûr, c'était les Neshamot, etc., etc. Il a eu la visite du Baal Shem Tov de ces deux maîtres. Et là, le Admor HaZaken, il se pose vraiment la question. Il se demande, mais pourquoi j'ai été bien emprisonné, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis pas que je suis un tzaddik, mais j'ai pas fait de Averot. J'ai pas fait de Averot contre Hachem, que je mérite une punition sur cette terre-là. J'ai pas fait. Si oui, je fais tchouva. Mais pourquoi j'ai été emprisonné? C'est quoi l'ignan? Le Maggid de Mezrich et le Admor et le Baal Shem Tov lui répondent. Parce que là-haut, parce que vous savez que il n'y a que les bêtes. Il n'y a que les bêtes que lorsque maintenant ils sont embêtés par un bâton, il n'y a que les chiens. Qu'est-ce qu'ils font les chiens? Ils essaient d'attraper le bâton. Ça c'est les chiens qui essaient d'attraper le bâton. Les gens intelligents, hein, ils se retournent vers celui qui apporte le bâton. Ils demandent, pourquoi tu me frappes? Et ou non? Donc quand on essaye de saisir que le bâton, c'est quand on est bête. Et donc, nous on est intelligents. On sait que c'est pas tel policier qui a le bâton, que c'est pas telle chose qui a le bâton, que personne sur terre, nous les ministres, on n'est que connectés qu'avec Akadosh Baruch Hu directement. Il n'y a personne au-dessus de notre tête qu'Akadosh Baruch Hu. Donc lorsque maintenant, Akadosh Baruch Hu, il envoie un bâton, un juif, il ne doit pas essayer d'éviter le bâton. Il doit demander la question à celui qui tient le bâton, Akadosh Baruch Hu. Explique-moi ce que j'ai fait, comme ça je m'arrange. Comme ça je m'arrange. Et donc l'Admor HaZaken a demandé au Baal Shem Tov et au Maggid de Mezrich. Il fait, Mechila, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite? Parce que c'est évident que si maintenant j'ai été mis en prison, c'est parce que j'avais fait vraiment une chose grave dans un cas de jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, le Maggid de Mezrich et le Baal Shem Tov lui répond,
C'est parce que tu es en train de démocratiser, de révéler, de donner au monde des secrets extraordinaires de la Torah. Ah. Et c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Non. C'est d'accord. Bon. Ah, maintenant, la Mourazaken leur demande. Ça y est, j'ai compris le prochain peu. Alors maintenant, il pose la question comme ça. Il dit, mais maintenant, si je sors, je fais quoi? J'arrête ou je fais quoi? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu que maintenant que tu es parti en prison, et quand tu vas sortir vers Hashem, tu feras double, triple et encore plus le diffuseur. Ça, c'était l'histoire du Admor Hazaken. Alors maintenant, au passage, il a quand même payé le prix cher, puisque sa fille est morte en capara de la xéra qui était sur sa tête. Donc il a quand même payé un prix fort pour avoir révélé la chassidoute. C'est pas juste 53 jours de prison qui était en compagnie de personnes qui étaient absolument désagréables, qu'il allait failli lui-même mourir. Mais sa fille, elle s'est portée volontaire pour mourir à la place du Admor Hazaken. Le Admor Hazaken, il savait, et il a pris, il a su, et donc il a pris, ça c'est une des raisons pourquoi le Tzemar Tzedek, le Rabbi Menachem Mendel, qui était le petit-fils du Admor Hazaken, a été élevé uniquement chez l'Admor Hazaken. Pourquoi il a été élevé chez l'Admor Hazaken? Parce que, étant donné qu'il savait que sa maman, elle était décédée, elle était morte, en capara de lui-même, que sa fille elle a dit, je préfère moi partir plutôt que toi papa, pas toi papa, toi tu vas faire des choses dans ce monde-là. Moi, mais maintenant je te laisse mon petit Menachem. Et donc c'est pour ça que le Menachem Mendel, le troisième Rabbi Lubavitch, il a été éduqué essentiellement sur l'Admor Hazaken. Et donc il a quand même payé le prix fort pour pouvoir révéler des choses de la Torah. Ça c'est l'histoire de Yutet Kislev. Donc lorsque maintenant, les chassidim, après Yutet Kislev, ils ont commencé à raconter, ils ont commencé à étudier la Torah, ils ont commencé à diffuser la Torah, ils ont commencé à faire tout cela, et que ça a amené une lumière dans le monde, tout ça était dû avec le Messirut Nefesh et l'histoire de Yutet Kislev, l'histoire de ce soir. Alors maintenant, on va faire une avance rapide. Et si maintenant, aujourd'hui, vous avez un Bet Chabad en Thaïlande, vous avez un Bet Chabad au Tibet, si maintenant aujourd'hui vous avez un endroit partout dans le monde où des juifs s'occupent des autres juifs, c'est lié avec quoi? C'est lié avec Yutet Kislev. Si maintenant vous avez si vous prenez le nombre d'écoles qu'il y a à juifs, combien y a-t-il d'écoles, de mosdot, d'activités sur la région parisienne par exemple? De combien est le mouvement Chabad, on va dire? Combien y a-t-il de bêtes Chabad? Combien y a-t-il d'écoles Chabad? Baruch Hashem, il y en a pas mal. Mais pourquoi il y en a pas mal? Pourquoi? Ça sert à quoi de faire tout ça? Parce qu'en fin de compte, on veut essayer de faire toucher la Torah au maximum de monde. Et combien y a-t-il de personnes qui sont rapprochées? Sûrement il y en a beaucoup. Et tout ça c'est grâce à quoi? Peut-être qui se lève. Et ça vous parlez que sur la région parisienne. Regardez tous les États-Unis, regardez tous les endroits, etc. Tout ça c'est quoi? C'est avec Yutet Kislev. Donc maintenant je vous pose la question, est-ce que Yutet Kislev est une fête locale, est une fête chassidique ou est une fête juive? Yutet Kislev est une fête juive. Lechaim, lechaim et libracha. Après on va chanter un peu et après on va. Alors maintenant une des autres Nantes d'un Poprengen, c'est chanter. Donc maintenant vous prenez le feuille que vous avez, prenez votre feuille 67. La page de gauche, pas sur cul de tête. Pas sur cul de tête, comme par hasard. Du normal, du zéro. Allez. Alors, on va y aller doucement. On va y aller doucement. 8e ligne à partir de la fin. 8e ligne avant la fin. Ça, c'est le Nigoud. Le Yutet Kislev, Chaim Lechaim Libracha.
Tu l'as pas fait sur l'autre portrait. On est dans les forêts, on a quelque chose. Alors maintenant, on va chanter tous ensemble, ceux qui ne connaissent pas. Et ceux qui connaissent, on va chanter très lentement pour que tout le monde puisse suivre. Basso, yod, tête. Messieurs, basso, yod, tête. Même les Marocains peuvent chanter ça. Allez, basso, yod, tête. Tout le monde là? Ensemble, ça commence par Pada. 8e ligne avant la fin. Ensemble. Deuxième fois.
On recommence après. Après, on va la reprendre et on va expliquer. Alors maintenant, est-ce que tout le monde a fait les chailles? Mais oui, c'est un Renoir. Tu prends tout, je t'ai dit. Alors maintenant, la question. Tu l'as dit. Alors maintenant, Alexis. Il va me faire Voilà, Nico, il veut du demain matin. Alors maintenant, du Red Bull. alors attends, si on a bien compris ce qu'on a dit, c'est clair. Shimon, il est clair que ce qui est arrivé au Admour Hazaken était une zéra. Comme on dit chez nous, c'était une zéra. C'est quoi une zéra? Hein? C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était pas naturel, que c'était une sorte de décret très dur, que le Admour Hazaken, les chassidim de l'époque ont dû batailler pour inverser la courbe. Juste au passage, une question. Le rabbi, il dit dans une lettre une chose extraordinaire. Quelqu'un il demande une bracha pour sortir de l'hôpital, parce qu'il est à l'hôpital. Une lettre, pas de folie. Mais le problème c'est qu'on a du mal à être au niveau que ce rabbi demande. Et le rabbi il fait comme ça. Il fait, mais excusez-moi monsieur, vous êtes à l'hôpital. Mais vous êtes à l'hôpital parce que vous avez une mission dans l'hôpital. Si vous n'aviez pas une mission à l'hôpital, ils ne vous auraient pas envoyé à l'hôpital. On n'est pas en train de... Il n'y a pas des microbes qui arrivent sur terre, dans l'espace et qui vont comme ça au pif. Ça n'existe pas le pif. Tout ça, cadeau de mort qui gère. Du début, mais à table. Donc le rabbi lui dit, c'est parce que vous avez une mission là-bas à l'hôpital. Parce que le monsieur, a priori, il ne devait être pas bessimcha du tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il était amer du fait d'être à l'hôpital. Donc a priori, le rabbi lui a remonté le moral en disant, attendez, réfléchissez 2 minutes. Si vous êtes là-bas, c'est parce que vous avez une mission sur place. C'est parce que vous avez une mission. Maintenant le rabbi continue, il ne lâche pas, il dit comme ça. Maintenant vous voulez sortir vite. Vous voulez sortir vite. Eh bien, plus vite vous aurez terminé votre mission là-bas. Plus vite vous allez sortir. Pas shoot. Puisque la raison d'être, la raison pour laquelle Dieu préserve, tu t'es retrouvé à l'hôpital, parce que tu avais une mission. En l'occurrence, ça devait être sûrement une mission, parce que tu devais peut-être mettre les films à quelqu'un, parce que tu devais mettre sûrement rapprocher quelqu'un de la Torah, faire les bougies de Shabbat à quelqu'un, etc., etc. Donc plus vite tu as terminé ta mission. Ben, puisque maintenant il n'y a plus de raison d'être à l'hôpital, plus vite tu sors. Toi, tu crois que ta guérison, elle va dépendre des docteurs. Ta guérison, elle va dépendre de ce que maintenant tu as fait la mission pour laquelle tu as été là-bas. Et donc, on imagine, donc cela veut dire quoi? Que dans la chita du rabbi, la chita de la Torah, c'est quoi? C'est si maintenant tu es parti là-bas, c'est parce que tu avais une zéra. C'est pas parce que tu avais une zéra, c'est parce que tu avais une mission. Très bien. En tout cas, ça a été décidé par là. Alors maintenant, le rabbi pose une question toute simple. Pour ceux qui étaient là au Fomren, il y a quelques semaines, on a eu de Michael Alouche et de Dov Yazan. Donc le Rav Lavkovski, il avait raconté une histoire, donc on va reprendre cette histoire-là. Une histoire très connue, une sikha du Rabbi, extraordinaire sur ce lien-là. Vous savez que ce n'est pas la première fois que les chassidim ont dû être modèles, ont dû se mesurer avec une zéra contre la chassidoute. Ce n'est pas la première fois. La première fois que les chassidim ont dû se mesurer contre une zéra, avec une zéra contre la chassidoute, c'était déjà à l'époque du Maggid de Mezrich. À l'époque du Maggid de Mezrich, là-bas il y avait, donc c'était déjà la 2e génération où on a commencé à démocratiser la chassidoute. Quand je dis chassidoute, ne pensez pas à la barbe, le chapeau et la veste. C'est pas ça la chassidoute. C'est les secrets de la Torah de la chassidoute. On ne parle pas de la chassidoute, on parle des livres de la chassidoute. On parle des secrets de la Torah de la chassidoute. Donc c'était déjà la 2e mise à jour de l'enseignement de la chassidoute. Là on est aujourd'hui à la 9e mise à jour.
On est à Cop Chapel, 9 points. Alors maintenant, on est à la 9e mise à jour. Peut-être Gila Gioula arrive, c'est déjà même Apple, il va... Et donc, on est à la 9e mise à jour. Le rabbi, c'est le 9e rabbi depuis le Baal Shem Tov. Et donc, la première fois on a dévoilé la chassidoute, c'était le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a transmis le flambeau au Maguid de Mezrich, le rabbi d'Ofer de Mezrich. Et à l'époque, le Ramour Azaken, il a commencé à étudier chez le Maguid de Mezrich, il avait 15 ans. Donc,